Bienvenue à notre conférence. Comme vous le savez, c'est chaque le 8 mars que le monde entier célèbre la journée du droit de la femme. Et nous, femmes du FBA, nous avions choisi cette journée du 27 mars pour célébrer notre journée à notre manière, bien sûr, sans pour autant déroger à la règle. Vous le savez, le thème que nous avons retenu, « Femme, lève-toi, défends tes droits et perce ». Je l'ai dit dans mon introduction, notre thème « Femme, lève-toi, défends tes droits et perce ». Sur ce, je vais lire le mot de circonstance pour que nous puissions ouvrir notre cérémonie du jour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons en ces lieux pour célébrer ensemble avec vous la Journée internationale de la femme. Cette manifestation constitue pour nous une occasion exceptionnelle pour honorer nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos collègues et nos filles. C'est pourquoi nous en sommes fiers. Je félicite à cet effet les dames du comité d'organisation. Je voudrais également remercier les autres membres et nos invités qui ont tenu à se joindre à nous pour commémorer cette journée. Quid du mois de la femme? Cette journée contribue à rendre visibles les situations dans lesquelles la place de la femme n'est pas une évidence comme celle qui lui est confiée dans l'univers. C'est un processus qui a commencé au niveau international en 1975. Des mesures importantes ont été prises pour sensibiliser les chefs de l'État sur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes. En dépit du fait qu'elles sont pauvres, démunies et marginalisées, nous, femmes, continuons de persévérer contre vents et marées dans nos actions, nos efforts pour changer nos conditions de vie et susciter l'espoir. À l'évidence, de nombreux obstacles subsistent encore. Mesdames, le 8 mars ne suffit pas pour faire aboutir la lutte des femmes pour leurs droits. Cette action doit être quotidienne car le combat est permanent. Nous, femmes de bonnes actions, en particulier, nos objectifs poursuivis sont réalisation d'une entraide entre les membres et les personnes vulnérables, réaliser des activités de visibilité en faveur de la ville de Kinshasa, renforcer nos liens, apporter notre assistance morale, financière, matérielle pour des cas sociaux, créer des micro-entreprises dans divers secteurs, la recherche des financements auprès des partenaires publics, du pouvoir public, des partenaires nationaux et multinationaux, créer des cliniques juridiques, signer des accords avec d'autres ASBEL poursuivant des réalisations d'intérêt communautaire ou socio-communautaire, dans l'espoir que nous assistons à des échanges riches et fructueux. Je déclare ouverte la conférence de ce jour. Je vous remercie de votre aimable attention. Soyez les bienvenus. Maître Solange Kabedi. Il m'a été demandé ici de nous parler des textes juridiques internationaux qui protègent le droit des femmes. Par rapport à cela, je dirais pour l'introduction que parler des droits des femmes veut simplement que parler des droits des femmes me demande autrement de voir ensemble avec nous l'évolution de la lutte des droits des femmes. Nous savons tous qu'il existe un mois de la femme, une journée de la femme. Mais est-ce que nous comprenons ce que c'est le mois de la femme et qu'est-ce que la journée de la femme? À la première vue, je dirais, quand on dit mois de la femme et journée de la femme, c'est une fête parce que nous voyons le 8 mars, toutes les femmes habillées en pagne dans la rue, même les petits-enfants. Et c'est comme si c'est devenu une journée autorisée à tous les enfants d'entrer même dans les boîtes de nuit. Il y a les femmes qui sont saoulées, on les voit sur les réseaux sociaux. Il y a les femmes qui sont mal habillées en pagne parce qu'aujourd'hui j'ai appris
qu'on peut aussi mal porter immoralement les pagnes. Des pagnes légèrement portés. Moi, je me disais, quand on croyait que Bilamba Mabé, ce sont que des mauvais pantalons, or, le Bilamba Mabé, c'est toute une conception mentale. Avec les pagnes, j'ai été vraiment convaincu que Bilamba Mabé des pagnes existe aussi. Mais est-ce que c'est ça? C'est ça le mois des femmes, c'est ça la journée de la femme? Point d'interrogation. Et je me dis, scientifiquement parlant, le mois de la femme, c'est la commémoration des célébrations. Pourquoi commémoration des célébrations? Parce qu'en son temps, il y a eu des femmes qui se sont données, qui se sont sacrifiées parce qu'il y en a qui sont mortes. Il y en a qui ont donné de leur vie, qui se sont révoltées pendant que les verrous étaient encore très durs, pour dire non à certaines habitudes, à certaines coutumes, à certains us et coutumes, comme je venais de le dire. Et ces femmes-là avaient, comme à Kinshasa, on dit, Bateka Kimotem, Bolimo, signé. Donc, il est prévu que les femmes n'ont pas droit au vote. Les femmes ne peuvent pas être éligibles. Mais celles-là, on dit pourquoi. On a tous une seule tête, 2 membres supérieurs, 2 membres inférieurs, et nous avons tous un seul corps. Ils ont un cerveau comme nous. Bango bazo voter bango pour nanini bisoté. Prendre les risques à ce moment-là, c'était comme si vous disiez à un dictateur à la télévision ou bien face à face que tu es dictateur, tu dois laisser les pouvoirs comme en Afrique. Mais ces femmes-là n'avaient pas eu peur. Elles ont bravé la peur. Voilà pourquoi cette célébration doit être perpétuée. Sinon, ça serait craché sur les efforts consentis par des gens qui ont été sacrifiés pour ne pas devenir inutiles. Mais pour parler de la lutte ou de l'évolution de cette lutte, j'ai voulu épingler des petites notions sur les droits de l'homme. À propos des droits de l'homme, j'ai ressorti l'historique. Tout le monde dit droits de l'homme, mais il faut se poser la question, c'est quoi les droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est quoi? Parce qu'il m'arrive des fois d'avoir cette question de beaucoup d'étudiants. Madame, les droits de l'homme, c'est quoi? Tout le monde dans la rue est acteur, ceux qui n'ont ni les droits de l'homme. Dès que vous le bougez la carte, je suis activiste des droits. Même s'il a de la gomme au pied troué. Maintenant, finalement, les droits de l'homme, c'est quoi? Avant de répondre à cette question, je suis allé faire un retour dans les temps pour dire les droits de l'homme, certes, il y a eu consécration pour qu'on en parle aujourd'hui. Mais ils ont une date de naissance. Par ma réponse, dans la définition, j'ai dit, les droits de l'homme sont des prérogatives inhérentes à la vie humaine. Par rapport à cette définition, tous nous allons comprendre que les droits de l'homme sont innés. Si on est avec, donc, ils ont existé depuis l'existence. Parce qu'il existe les droits aux arbres, les droits à l'environnement, c'est quoi? Les droits aux animaux, les droits aux oiseaux, c'est ça. Quand on parle des droits à l'environnement, c'est tout l'environnement pris en globalité. Donc, les droits de l'homme ont existé depuis que la création est là. Maintenant, pourquoi à ce moment-là, les droits de l'homme n'avaient pas fait beaucoup de bruit? Aujourd'hui, tout le monde est devenu activiste des droits de l'homme. C'est par le fait que, avant la consécration des droits de l'homme, il y avait de l'anarchie. On a eu à voir avec vous des principes de l'œil pour œil, dent pour dent. Il y avait des règles ou des dispositions juridiques, peut-être si on peut les appeler ainsi, mais non écrites,
qui semblait aussi des fois être sévère, inhumaine. Quelqu'un peut avoir, par hasard, par mégarde, cassé la patte la patte des chèvres ou bien quoi. Maintenant, quand celui qui fait l'arbre à palabre arrive, parce que c'était ça les règlements des conflits, devant un notable ou les chefs coutumiers, on dit, il a cassé la chèvre de son voisin. Mais peut-être que c'était un accident. Aujourd'hui, nous avons des homicides préteurs intentionnels. C'est arrivé, mais peut-être que ce n'était pas dans ma volonté, soit c'était aussi dans ma volonté. Mais il a cassé l'arbre. On ne se demande pas comment. Directement, casser aussi sa chèvre, le colonaï. C'était des lois comme ça. C'était des lois qui n'avaient pas de commune mesure. C'était des lois qui ne voyaient pas la gravité ou bien la raison d'être d'un acte posé. C'est par rapport à cette cruauté des règles ou des dispositions qu'il y a eu certains États de ces moments-là qui ont dit non, on ne peut pas évoluer comme des animaux. Nous ne sommes pas dans une jungle. Deux États arrivent à signer des traités bilatéraux. Tobundi mingi. Tozowele la nini, tozowele la mabele wana ezala minéré. Bon, moi je propose, to arrêter bitumba, to yokana. Ça, on appelle ça des convenances sociales personnelles. C'était des arrangements à l'amiable. On cherche un arbitrage. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Bokabola biso mabele ango. Bango bazwa ndambu, biso tozwa ndambu, bitumbe sala nini esila. C'était des traités bilatéraux entre États. À part ces traités bilatéraux, il a existé aussi des arrangements privés. Nous appelons, nous, les États en conflit armé, qu'on appelle guerre. On s'est dit, on va se battre. Mais vous voyez notre combat de 1914. On avait brûlé les gens dans l'huile. C'était très cruel. Cette fois-ci, au lieu de brûler les gens, comme vous avez beaucoup d'huile, et vous brûlez nos populations, on demande ceci, tuons-nous par des flèches. C'était des arrangements. Ils arrêtaient certains règlements, l'ordonnancement juridique à leur manière pour devoir poser des actes ou vivre en ces moments-là par rapport à ces règles-là. Malheureusement, toutes ces règles-là, tous ces codes-là des règlements des conflits étaient limités dans l'état comme dans l'espace. C'est ainsi que quand nous sommes allés faire nos recherches, nous sommes rendus compte qu'avant l'arrivée de la consécration des droits de l'homme, avant il y avait plus de 500 codes de règlement des conflits. Plus. C'est-à-dire, nous mettons ensemble pour voter des règles par rapport à notre guerre. Quand la guerre finit, ces règles-là tombent. Donc, pour une autre guerre, il nous faut encore un autre code. Mais le code principal qui réglementait les conflits armés en son temps, on l'appelait le code Liébert. C'était déjà les droits de l'homme qui existaient d'une manière ou d'une autre. Et puis cette règle-là, ces règles de l'époque, étaient presque non écrites, en dehors du code Liébert. C'est comme ça que les penseurs se sont dit, nous ne pouvons plus continuer à vivre dans cette oralité. Réunissons-nous, trouvons comment on peut faire pour que nous ayons les mêmes règles de combat. Des règles, mais pour tous les temps. C'est là que certains d'entre vous ont appris qu'on parle de Henri Dunant et plutôt Guillaume Henri Dufour. Avec les souvenirs de Solferino comme ouvrage, ils se sont mis ensemble finalement en 1864 pour décider de DIH, la Convention sur les droits de la guerre. C'est ainsi qu'a commencé maintenant à naître des consécrations permanentes de certaines règles viables. Là, c'était avant la consécration. Et c'était le droit international humanitaire. Nous sommes maintenant en droit de l'homme. Pourquoi le DIH et les droits de l'homme? Parce que les droits de l'homme existent quand on est en temps de paix. Quand on est calme comme ça, on parle des droits de l'homme. Mais ce qui a bitumbe bandi awa et que guerre est koti,
On ne va plus parler des droits de l'homme, on va parler des droits internationaux humanitaires. Parce que c'est ces droits-là qui protègent l'humanité au cœur des conflits. Voilà comment nous allons tomber au XVIIIe siècle avec la consécration des droits appelés civils et politiques. Les droits civils et politiques qui sont des droits que tous jouissons. Je peux prendre l'exemple des droits civils comme les droits au nom, les droits à la naissance. Qui peut dire à quelqu'un qu'on bota té? Et puis quand on bota, est-ce qu'il faut que l'État vienne dire taxe ya kobota? Maman, wak mukanda autorisation à kombo pesi mwana? Non. Ça veut dire quoi? Ça implique que lorsque l'on jouit de nos droits civils et politiques, l'État ne doit pas intervenir. Nous devons nous jouir de nos droits calmement en paix. Les droits au mariage, les droits à la nationalité, c'est dans les paquets des droits civils et politiques. Les droits de se faire électeur, les droits de voter, ça c'était au XVIIIe siècle. Nous venons au XIXe et XXe siècle lorsqu'a été consacré les droits économiques, sociaux, culturels. Ceux-ci, à leur tour, sont des droits que moi j'ai définis comme les droits à un relèvement des niveaux de vie. Les droits de l'évolution. C'est un droit qui veut que les gens aillent de l'avant. Les droits à l'éducation, à l'environnement sain, le droit à la santé, le droit à la maternité plutôt, le droit au travail, au logement. Ce sont des droits qui, lorsqu'ils sont justifiés, la personne doit vivre une bonne vie. Mais ces droits ici, à leur tour, ne demandent pas à l'État d'observer calmement comme il observe les droits civils et politiques, mais ça exige que l'État puisse intervenir pour que leur justiciabilité soit complète. Je prends l'exemple des droits à l'éducation. Pour que les enfants étudient, il faut que l'école soit construite par l'État. Les hôpitaux doivent être construits par l'État. Voilà pourquoi ces droits ici exigent l'activité de l'État, la mise en place de la main de l'État pour la justiciabilité de ces droits. De nos jours, il y a eu consécration de droits qu'on a appelés les droits communautaires ou les droits de solidarité. C'est comme les droits à la paix, les droits à l'environnement, c'est comme le droit à un peuple à disposer d'eux-mêmes. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud avec l'apartheid. Les Zoulous ainsi que leurs frères ont dit non, trop c'est trop, mundela moneli biso mingi. Tout se soulever pombo kango ezaya biso. Ça s'appelle les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les droits à l'environnement. Nous vivons ici, il y a les industries de l'humidité ici qui nous envoient tout le temps la fumée. Qui connaît le sort de cette fumée dans nos santé? Qui connaît les risques que nous courons par rapport à la fumée de ces industries-là? Nous sommes victimes de notre environnement rendu impur par le travail des gens qui font des bénéfices. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions être indemnisés par rapport à cette discrimination ou à cette violation de nos droits? Maintenant, par rapport à un tel droit, tu ne peux pas te lever chez toi à la maison le matin, tu vas à la justice dire je viens accuser l'industrie telle pour sa fumée. On va te trouver fou. C'est un droit qui nécessite que tous les quartiers qui est victimisé se solidarisent. Awa bino boyoka kamilinga te toyoka. Bino kuna bana na bino mwana nanga kuta komo bela pandi. E bongo kuna to sangana, biso na soto kene na industrie, totiki memo, totikeli premier ministre, totikeli ministre ya environnement, toyebisi bango tozozela. Soki tomoni action te tofunda industrie wana. C'est ça ce qu'on appelle les droits de solidarité. Et les droits de l'homme ont des caractéristiques. Ce sont des droits qui sont pluriels. Jamais on dit droit de l'homme au singulier. Pourquoi? Parce qu'ils sont innombrables. Tu ne peux pas dire un droit de l'homme, non. Les droits de l'homme. Parce que la satisfaction d'un droit exige la satisfaction du second.
Ils ont un caractère universel. Les droits de l'homme sont sans limite. Ce sont des droits de l'homme pour les Européens, pour les Américains, pour les Africains, pour les Asiatiques. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte que les droits de l'homme sont traités selon nos coutumes, selon nos cultures. Chaque peuple a sa façon de comprendre les droits de l'homme. Ce qui a fait que vous allez trouver chez les Arabes, dans les droits de l'homme, la femme est interdite de laisser son visage découvert. Je pose la question, est-ce que ces femmes-là, d'elles-mêmes vraiment, elles ont accepté que Bilongila Bango Kangamabongo Batika Kamisu? Point d'interrogation. Est-ce que ces femmes-là, c'est de leur gré vraiment, qu'elles veulent que ba vivara na ba chambre, ba bimara na salon, quand il y a un visiteur, de leur propre gré? Point d'interrogation. Ces femmes-là qui sont chargées par la charia, qui ne peuvent pas prendre la parole comme moi je prends comme ça pour expliquer à mes pères que voilà les droits de l'homme. Elles ne peuvent pas le faire, sinon ça serait manquer le respect à la charia et seront lapidées. Est-ce que c'est vraiment leur volonté? Mais chez les Arabes, là aussi, on parle des droits de l'homme. Vous voyez comment leur droit de l'homme a cette couleur. La couleur de ces droits de l'homme-là, c'est ce qui a poussé aujourd'hui à toutes les femmes du monde d'une certaine période de vouloir qu'il y ait des droits catégoriels, des droits spécifiques. Parce qu'on ne parlait pas des droits des femmes, on parlait que des droits de l'homme. Dans l'homme, on voyait l'homme et la femme parce que ce sont les droits humains. Mais on s'est rendu compte que non. Il y a des questions pertinentes des femmes qu'on ne traite pas. En RDC ici, il y a un certain moment, nous avons vécu à une campagne, toutes les filles à l'école. Pourquoi cette campagne a eu lieu? Parce qu'avec nos mamans, classe Yamana moi César, Nini. Souka Yamana moi César Libala. C'est ainsi que toutes les filles, voyez, ça ne servait à rien d'aller à l'école. Toutes les filles étaient déjà destinées à un mariage, même avec un vieux. Avec un homme qui a un visage laid, avec un homme qui est sale, toi tu n'as même pas le choix. Dès qu'un homme se présente, la famille dit gloire à Dieu, on nous a visité, l'homme est venu de chosifier la femme, a énervé certaines sensibilités. Et ces femmes-là qui ont pris le courage de brader les silences, de braver ces silences-là et de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire pour dire assez. Elles ont commencé des célébrations, des manifestations, des plaidoyers. Vous croyez que c'était facile? C'est ainsi qu'aujourd'hui, moi je me rends compte que nous, Congolaises, nous marchons sur la mémoire de ces gens sacrifiés inutilement. Pourquoi nous marchons sur leur bonne volonté? Parce qu'au lieu de perpétrer cette lutte à avoir l'objectif, nous sommes maintenant simplifiés au pagne. Une chose pour laquelle les hommes, les femmes sont mortes, les vies ont été perdues. Nous pouvons prendre ça à la légère. Mais voyez aujourd'hui ce que c'est le mois de la femme en RDC. Je ne suis pas non plus très contre les femmes, mais je me dis, c'est cette chosification d'antan qui a maintenant ses fruits. Parce que la femme qui n'avait pas étudié, la femme qui n'était pas éduquée de la manière à comprendre objectivement, elle vit comme ça. Elle est emportée par tous les mouvements des vents. Quand il y a un groupe qui vient, oui, mais c'est la journée de la femme. La journée de la femme là, demande-leur c'est quoi. Maintenant, notre souci c'est quoi? Faire comprendre à toutes ces femmes-là que la journée de la femme n'est pas la fête. C'est la commémoration de la célébration de cette lutte ici menée depuis. Jusqu'à ce qu'en RDC, nous atteignions 50% de la participation de la femme dans les actions publiques. La Constitution parle de 30%, mais sur terrain, il n'y a même pas 10%. Mais est-ce que cette situation-là, quelqu'un peut fêter? Tu as besoin de $50. Tu dis à papa, j'ai besoin de $50, même ton mari. Il te dit, je n'ai pas l'argent, mais je vais te donner $30. Arrivé à la fin du mois, tu vois qu'il a eu l'argent. Il te donne $10. Tu prends, tu achètes les pains et tu commences à fêter. Voilà la folie que nous vivons. C'est ainsi que les femmes et épouses du temps ancien, avec leur lutte qui était objective,
ont eu à bouger le monde jusqu'à réveiller une conscience internationale. Et cette conscience internationale s'est dit oui, on a tué, on a tapé, on a fait tout, mais elle a raison. Elle doit voter aussi. Elle doit aussi devenir éligible. Mais elle doit aussi aller à l'école. C'est un individu, la Bible dit, Dieu lui-même, il est pour le droit de l'homme. Créons l'homme à notre image. Dans l'homme, là, H grand, il dit, créons-les hommes et femmes. Quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas dit que la femme ici, elle est moins que l'homme. Non, mais elle a dit que la femme soit un aide semblable. Mais aujourd'hui, nous sommes les aides semblables, même nous sommes des paillassons. La prédécesseur qui a parlé d'une réponse ici sur les femmes, pour qui leur maman disait, maman, libala bo moya mwana mwasi. Kokende konsato kozonga, mbetu na yo totumbi. Ndengo ke wana, mwasi akufa kesika bana na ye baza. Combien on a enterré? Est-ce que les mamans d'aujourd'hui peuvent tenir encore un tel langage? Moi, je me pose la question. Je suis en train de passer par hasard sur l'avenue de ma fille. J'entends des cris là-bas. J'entends des coups. Il faut que je passe, que j'aille faire ce que je devais faire et calmement. Est-ce humain ou bien inhumain? Mais cette maman-là qui disait à son temps, moi, ça coupe à Kessika Banabaza, l'enfant vient rouer des coups, maman. Voilà comment. Arrêtez! Arrêtez, mbongo na yo tolia. Maman, zonga, papa na yakuta yo awate. La pauvre qui rentre sans effort entre les mains de son bourreau. Le bourreau qui a déjà trouvé une autre maîtresse. Pendant que la personne a une autre maîtresse, a-t-il le même amour qu'il avait pour toi? Et te voir revenir rouer des coups, chassé par tes parents. N'est-ce pas que tu es une proie entre ses mains? Est-ce qu'une telle femme-là, quand elle décède, sa mère peut pleurer? Non. Mais elles ont l'audace de pleurer. Ils ont chosifié la femme de la manière à telle enseigne qu'aujourd'hui, la femme était obligée d'accepter tout. Même si on a sida, moi ça coûte à place Banabaza. Vous voyez que ce sont des choses qui révoltent les consciences, qui font à ce que la femme congolaise ne peut pas commencer à se mettre à aller boire dans les bars pendant qu'on parle de la journée de la femme. On doit bouger le gouvernement pour que les 30% prévus dans la Constitution soient applicables. Qui dit que la femme ne peut pas être président de la République? Nous avons été avec tous ces garçons-là à l'école, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a des fois, j'étais première de la classe et les garçons étaient après moi. Combien de fois les garçons ont été aussi derniers de la classe? C'est pour dire quoi? Les mêmes compétences qu'ils ont, nous les avons. Nous pouvons faire quelque chose ensemble. Mais dire que la femme n'a pas droit aux avantages sociaux, à son droit de travail, à son lieu de travail, parce que c'est une femme. Moi, j'ai toujours posé la question. Elle est femme, c'est-à-dire quoi? N'est-ce pas une folie? Je suis supérieure hiérarchique à mon endroit de travail. Je n'ai pas droit aux avantages sociaux, mais mon subalterne homme, il a les droits des avantages sociaux. Vous vous moquez de qui? C'est une façon de m'encourager ou bien de me décourager. Mais au lieu de nous distraire, nous devons saisir maintenant tous ces textes juridiques internationaux que je vais vous citer ici, bien que je vais citer en passant, je ne sais pas entrer en profondeur, c'est trop, pour que nous puissions être conscientes de quelle est la lutte que nous menons. Parce qu'on ne sait même pas, la lutte du droit de la femme, c'est quoi? Même les intellectuels, elles vont vous dire, Nayo kakakake. Après cette réalité vécue par les femmes de son temps, le monde a pris conscience et a commencé à mettre sur pied des textes juridiques internationaux. Et dans ces textes-là, toujours par le courage et la persévérance des femmes, ils ont eu à intégrer des dispositions spécifiques, instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme.
du 10 décembre 1948. Celle-ci constitue l'assise conceptive du cadre normatif des droits de l'homme. Elle est Sergio Vieira de Mello, ancien haut commissaire aux droits de l'homme, un document, c'est selon lui, elle est un document intemporel et puissant qui reflète les aspirations profondes de l'humanité à la dignité, à l'égalité et à la sécurité. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, spécifiquement dans son article 21, il parle de ce que les États membres doivent faire sur base des droits de la femme. En dehors de la Déclaration universelle des droits de la femme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons les deux pactes internationaux. Les deux pactes internationaux, le premier est un pacte relatif aux droits civils et politiques. Le second, c'est le pacte relatif aux droits économiques, sociaux, culturels. Les deux pactes ont épinglé les spécificités de la femme dans les articles 2 et 3. Mais pour votre information, les deux pactes relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'économiques et sociaux sont saints tous les traités et les textes internationaux qui protègent et promouvoient les droits de l'homme. Il y a une question sur la vulnérabilité. Il y a des doctrines qui disent que la femme est vulnérable. Et il y en a qui disent qu'elle n'est pas vulnérable. La première doctrine minoritaire considère qu'il est inconcevable qu'on parle des droits des femmes. Pourquoi il dit que c'est inconcevable? Parce que il existe déjà des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme pour tous, comme je venais de le dire. Parce que parler des droits des femmes, vous devez savoir que c'est parler des droits de l'homme autrement. La femme étant inclue dans l'homme. Mais j'ai démontré ce qui a amené au dispositif spécifique pour parler des droits des femmes. Et maintenant, cette doctrine minoritaire, elle dit, puisqu'il existe déjà les droits de l'homme en général, on ne peut pas parler des droits des femmes. Oui. Et cette vulnérabilité pour cette doctrine, elle dit que cette vulnérabilité, elle existe depuis la nature. Mais la deuxième doctrine, elle dit ceci. Il y a des catégories auxquelles on doit avoir un œil regardant. On ne doit pas traiter tous les humains de la même manière. Il y a des catégories qui nécessitent un secours. Moi, j'ai dit oui. Mais est-ce que dans cette catégorie qui nécessite un secours, il y a la femme? Il y en a qui disent oui. Moi, j'ai dit non. Pourquoi on doit vulnérabiliser la femme? Je suis une personne humaine vivante, en bonne forme. Je travaille, on me paye mon salaire. Je suis vulnérable comment? Vous allez me dire, par rapport à la force physique. Mais n'y a-t-il pas de catcheurs femmes? N'avons-nous jamais vu dans les foyers une maman qui tape les papas? Bien sûr. Donc s'il faut parler de la vulnérabilité, je suis d'accord avec la vulnérabilité de la femme lorsqu'elle est malade, lorsqu'elle est enceinte. Parce qu'à ce moment, la femme est faible. Mais cette vulnérabilité doit être généralisée aussi. Lorsque l'homme est malade, n'est-il pas vulnérable? Il devient trop vulnérable. Mais alors, ça ne sert à rien de parler de la vulnérabilité. Ce sont mes recherches à moi. Et j'ai défini ce qui est vulnérable, c'est qui peut être blessé, qui peut être attaqué, qui offre prise, c'est-à-dire qui se recule. Dans un combat, même quand on voit la guerre, lorsqu'un État fait monter les drapeaux blancs, la guerre doit s'arrêter. Cela veut dire qu'ils ont demandé l'abandon. Pendant que les gens ont demandé l'abandon, vous ne devez plus attaquer. Mais ça, ce sont des règles maintenant de guerre avec les DIH qui comprennent tel geste veut dire ceci. C'est ainsi que je dirais, moto oyo angunzami, moto oyo aza na position oyo. Vous voyez? Tu peux venir commencer à les battre. Si vous êtes fort, si vous êtes conscient, vous devez lui dire, redresse-toi.
Quand la personne n'est pas en position d'être attaquée, on ne l'attaque pas. C'est ainsi que j'ai défini la vulnérabilité comme la position de quelqu'un qui est dans une faiblesse. Et cette position peut être pour un homme, tout comme pour une femme. Ce n'est pas seulement pour une femme. Pour dire les femmes sont vulnérables, non. Les femmes ne sont pas vulnérables. Parce que nous avons les femmes chauffeurs de gros véhicules, nous avons des femmes mécaniciennes, nous avons des femmes qui vous font tout. Maintenant, la vulnérabilité, là, elle est où? Il y a des femmes qui sont restées veuves après la mort de leur mari, qui ont fait grandir les enfants et les ont fait éduquer. Les enfants sont devenus des grandes personnalités. Vous me direz que cette femme-là est vulnérable? Non. Donc, la vulnérabilité est périodique. Elle peut être pendant un moment, mais disparaître après. Mais cette vulnérabilité aussi est généralisée. Après les 2 pactes internationaux, nous sommes allés toucher la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention, elle expose clairement la nature et la signification de la discrimination. Si les gens veulent comprendre, quand on dit discrimination, discrimination, c'est mieux de prendre cette convention parce que c'est grand. Lire pour comprendre la nature et même la quintessence de ce que c'est la discrimination. Nous avons eu après, et il faut souvent voir son article 2 alinéa 9. Nous allons aussi voir par la suite la Convention sur le droit politique de la femme. Il y a eu des conventions qu'on a mis ensemble, auxquelles nos États ont ratifié, sur les droits politiques de la femme. Ce sont ces conventions qui ont donné lieu à l'élection de la femme, à l'éligibilité de la femme et aux droits politiques de la femme. Bon, vous pouvez prendre l'article premier qui est déjà clair, mais il y a certains autres articles qui suivent après. Nous avons les statuts de Rome. Les statuts de Rome aussi, parce que tous les textes internationaux ont eu une injonction depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que depuis la Déclaration américaine de 1967, de devoir mettre au sein de toutes leurs conventions et traités des dispositions spécifiques pour la question des femmes. Le statut de Rome a pu parler de la question de la femme dans l'article 7, alinéa 9. J'ai parlé des droits catégoriels, qui sont des droits spécifiques. Ils ont pour rôle d'épingler des problèmes spécifiques, donc de traiter de la question de la femme. Je pourrais faire comme recommandation à ce sujet, après cette liste de textes que j'ai cités, qui sont plusieurs, mais j'ai pris les essentiels avec des dispositions spécifiques pour l'information du jour. Mais la recommandation à mon niveau, je l'ai fait à 2 niveaux. Pourquoi j'ai fait une recommandation à 2 niveaux? Parce que je me suis dit que la lutte des femmes n'est pas seulement la lutte de la femme. La lutte de la femme doit être une lutte de la société. Les hommes doivent accompagner les femmes dans cette lutte. Parce que cette lutte n'est pas seulement politique, elle est anthropologique et philosophique. Une femme d'elle-même ne peut pas aller changer la coutume. Il y a des coutumes dégradantes, il y a des coutumes immorales. Parce que vous avez perdu votre mari, qui est le frère des gens, qui étaient vos sémés, avec qui il y a toute la jalousie du monde. Maintenant, l'occasion est offerte du fait que la couverture est longue, à comment on doit déshabiller la femme, elle reste nue. Toutes les belles sœurs sont là, elle doit marcher nue. Dites-moi, une telle coutume, ça a quel impact? N'est-ce pas humilier seulement cette femme-là? Api mena kabiso fufu na ndako na ye. Tango to bandako senge mbongo. Andako pesa. Azala ki lolendo. Mais moi je me dis, est-ce que votre frère devait vous épouser? Il devait toujours épouser ailleurs. Mais le fait d'aller épouser ailleurs, mutambe mingambu. Maintenant, quand vous allez voir sa nudité, vous gagnerez quoi? Akotambola na se na ye, bon, je citerai les mots, mais excusez-moi les termes. Akotambola na ba fesse.
Vous voyez la personne assise comme ça par terre, on met la danse là, il faut tambola dans la fesse, et il y en a qui l'accompagnent comme si c'est quelque chose d'honorifique pour couvrir l'humiliation ainsi que le dédain, la chosification. Et tout cela s'est fait sur ordre des bourreaux belles sœurs qui sont là en train d'intimer les ordres. Dès que tu dis non, non, moi ça, avec moi ça ne passe pas. Toi le kinini, basi à droit. On va féticher même pour vous compliquer la vie parce que vous n'avez pas voulu céder à cette manipulation. Mais ce n'est pas quand même normal que ça soit une joie de voir une autre personne être dénigrée, minimisée. Nous parlons de la dignité humaine ici dans le droit de l'homme. La dignité humaine, c'est quoi? La dignité humaine, on la définit telle qu'on dit gravité noble. Gravité noble plutôt. Inspire la considération. Commande le respect et les égards. Est-ce que dans ce qui s'est fait là-bas, il y a cette dignité? Donc quand quelqu'un perd son mari, elle ne doit plus respecter sa personne, elle ne doit plus garder sa dignité au regard de la belle famille. Elle devient une chose que tout le monde doit commander, même les plus cadets de l'homme. Mais c'est tout ça, c'est quitté. Mais est-ce que c'est mec qui vous rappelez? C'est un rappel ou bien ça devient une information qu'elle connaissait déjà? Voilà pourquoi, pour la recommandation en tant que femme, je nous rappelle à un éveil de conscience. L'éveil de conscience que moi je nous demande ici, commence par dire à celui qui est à tes côtés, à l'environnement proche, que moi si, et sengeli abi kalolenge moko na bavantage ya salaire na mobali. Quand on parle de la parité, les gens disent bakani sinini, masaka comme mobali. Non. Mais nous avons quand même certains points essentiels et spécifiques que nous poursuivons en parlant de la parité. Les avantages socio-professionnels. Vous allez à la maternité mettre au monde, comme aux cliniques universitaires, on vous dit, madame, vous êtes venue par rapport à quelle organisation? Non, moi, je suis moi-même chef de travail à l'université de Kinshasa. Oh, mais pas ton mari. Non, nous, ici, on prend seulement les avantages sociaux pour le mari. Maintenant, les maris, qu'est-ce qu'ils donnent de plus que moi à la République démocratique du Congo? Parce que tous nous sommes enseignantes. Qu'est-ce que lui, il fait de plus que moi? Déjà, des choses comme ça nécessitent que la femme, à son niveau, commence les troubles là-bas. Ne viens pas seulement ici chercher un groupe de femmes pour marcher. Non. Bouge ces gens-là. Moi, si on a qui est, voir les chefs de département, voyez le médecin directeur, parlez, tonnez, faites les bruits. Parce que c'est ça même la lutte des femmes. Si aujourd'hui une femme a fait les bruits là-bas, demain moi je viens, j'ai fait les bruits. Le lendemain, une autre vient faire les bruits. Ces gens-là ne vont pas revoir certaines choses. Mais parce que nous, les femmes, quand on arrive, mon bel inaoka kamama, yoza moi si, biso basi pasi, oh, ça la koboni kobota mabasi. Kobota mabasi, c'est un défaut. Donc, nous, les femmes, nous devons nous approprier cette lutte. Nous devons chercher à comprendre d'abord c'est quoi la lutte en question. Et puis chercher à savoir qu'est-ce qui a été déjà fait, qu'est-ce qui nous reste à faire. Mais en République démocratique du Congo, nous sommes encore au point 1. Mais les gens fêtent. Nous sommes qu'au point 1. Or, la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 215, prévoit que tous les textes internationaux ont valeur des normes juridiques à l'interne. Mais ce sont des blabla parce que quand ils nous disent ça, après, est-ce qu'ils nous mettent en possibilité de nous plaindre devant les cours et tribunaux face à cela? Parce qu'il n'y a pas de loi de mise en application. Donc vous donnez avec une main et puis Bobo Toli na loboko mususu. Il vous dit, on a signé le traité de Maputo. Oui, vous avez signé. Pour quelle fin? Parce que je ne sais pas quelle est la justiciabilité de ce traité-là en RDC. Ça devait entrer dans notre arsenal juridique. Mais est-ce que quelqu'un peut se présenter devant les tribunaux de paix ou des grandes instances pour dire que je suis venu me plaindre moi comme femme ici par rapport à mon droit d'accouchement,
j'ai dit que je devais avorter cet enfant qui n'est pas bien, mais le docteur a accepté, bien il a refusé. Ici, on va vous dire l'avortement est condamnable. Mais voyons maintenant dans le protocole de Maputo, qu'est-ce qu'on dit des avortements? Il y a contradiction. Donc, la République elle-même, elle conçoit une sorte de confusion, une sorte d'anarchie. Ils prennent maintenant le mois de la femme et la journée de la femme comme un jour de théâtre des femmes, parce qu'ils vont envoyer des ministres et leurs épouses assises sous l'ombre, assises bien protégées contre les rayons. Les mamans Bipoupoula qui souffrent tous les jours doivent encore rester sous le soleil avec l'uniforme. L'uniforme qui est le mois de la femme, on a dessiné une femme qui dit « je dénonce ». Et ces mamans-là, avec les pondous, commencent à défiler devant les chefs qui sont assises, qui ne savent pas dire non, parce que le mois de la femme, ce n'est pas ça. Le mois de la femme, c'est que nous devons être au gouvernement une trentaine sur 100. Ces femmes-là le savent. Mais vous allez trouver au gouvernement 8 femmes sur 60 personnes. Les 30%, c'est mis dans la poche, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Nous, les femmes, nous devons commencer à dire, maman, maman, pour la voisine, qu'aucune démarche défilée, bien qu'elle va refuser, l'information va passer. Avec le temps, tout le monde va commencer à dire, maman, au salakanino, ngai naza maman maraîchère. Maman balobio kende, bangonde basa bakondi, bavandi na mpio, yonde kizengi, otambola na sa moi, olati uniforme, maman. L'uniforme d'abord que tu achètes par ton argent. Ce n'est pas ça la journée de la femme. Ce n'est pas ça le mois de la femme. Le mois de la femme, c'est un mois de réflexion pour voir à quel niveau on est. Que ferons-nous encore pour parvenir d'abord aux 30% prévus dans la Constitution avant d'atteindre les 50% prévus dans les textes internationaux, nous avons dit.